Aurélien Pradier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député du Lot, député LR, parce que vous êtes aussi secrétaire général de ce parti. Et puis vous êtes tête de liste, les Républicains, en Occitanie pour les régionales. Dans ce matin, dans le Midi Libre, vous avez des mots très durs. Faute politique, ils vont à la gamelle, carpe et lapin. Des mots très durs contre Renaud Muselier et son alliance ou son rapprochement avec La République En Marche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, il y a 2 réunions à Paris. Vous y serez comme secrétaire général des Républicains. Renaud Muselier sera présent. Que lui direz-vous? Qu'il est exclu du parti? Je ne sais pas s'il faut aller à l'exclusion. En tous les cas, ce que je lui dis, en ayant de l'estime pour lui, c'est le fait que troubler le jeu politique, mettre de la confusion dans le débat démocratique, c'est prendre des risques considérables. Un risque pour notre famille politique, c'est une chose importante, mais un risque aussi pour le débat politique. Vous savez, ce qui aujourd'hui tue le débat politique, c'est le fait qu'on ne sait plus où les uns et les autres habitent. Et c'est cela qui nourrit la montée des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Souvent, on s'interroge sur qu'est-ce qui fait que le Rassemblement national électoralement se nourrit. Eh bien, c'est justement le fait que les uns et les autres ne s'assument plus. Voilà ce que je dirais, l'intérêt général, l'intérêt de nos convictions politiques et sûrement de la démocratie aussi. C'est-à-dire qu'essayer un rapprochement avec La République En Marche, finalement, ça ferait pas une addition plus forte que le RN, ça ferait au contraire monter le RN. Je crois aux convictions politiques, je crois aux repères politiques. D'ailleurs, je considère que c'est une des grandes fautes d'Emmanuel Macron d'avoir voulu effacer les repères politiques pour qu'il ne reste que lui et le Rassemblement national. Et donc, plus vous réinstallez des repères politiques, ce que nous voulons faire, nous, la droite républicaine, plus vous marquez un territoire, vous permettez aux électeurs de s'y retrouver et vous évitez qu'ils se jettent dans les bras des plus extrémistes, notamment le Rassemblement national. Alors, il y aura ce soir aussi la Commission nationale d'investiture. Est-ce que vous soutiendrez le lancement d'une liste Les Républicains nouvelle, différente de celle conduite par Renaud Muselier? Vous dites dans Midi Libre, ça pourrait être un acte de clarté politique. Moi, je considère que c'est le moment de clarifier les choses. Je le redis à Renaud Muselier, pour qui j'ai de l'amitié, c'est une véritable faute d'avoir voulu troubler le jeu. Il faut donc que nous clarifions. Clarifier, c'est la décision que Christian Jacob a prise de manière très courageuse dans les heures qui ont suivi l'annonce du Premier ministre, c'est-à-dire de retirer l'investiture. Je pense qu'il faut que nous en restions sur ce retrait de l'investiture, sauf s'il y avait des avancées nouvelles, nous verrons. Quant à avoir une liste en face de lui, vous savez, il y a une question matérielle qui se pose. Parce que tout ça, c'est une entourloupe. Porté autant par Renaud Muselier que par Jean Castex et la bande à Macron. Parce que c'est eux qui ont mené l'entourloupe, c'est eux qui ont mené la manœuvre cynique. Ils le font quelques jours avant le dépôt officiel des listes. Et donc, pardon de vous dire que c'est pas si simple de constituer de nouvelles listes, et une nouvelle liste à quelques jours d'une élection. S'il faut le faire pour la clarté, eh bien nous le ferons peut-être. Alors, Renaud Muselier a clarifié, il a dit il n'y aura ni parlementaires nationaux, ni ministres sur mes listes. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Moi, je fais une différence entre les parlementaires LREM et les parlementaires LR. Renaud Muselier, il appartient à la famille les Républicains. C'est notre famille politique. Et donc, sur ces listes, il doit y avoir, s'il le souhaite, des Républicains et des parlementaires républicains. Enfin, quand on est dans une famille politique, on n'a pas honte de ses propres amis. Le problème, c'est pas LR, le problème, c'est LREM. Mais vous voyez bien ce dont nous sommes en train de parler. Personne n'y comprend rien. On ne comprend plus où sont les repères politiques. Il y a une valeur qui est en train de disparaître dans notre vie politique, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la colonne vertébrale. Et je pense que le jour où une génération nouvelle en politique retrouvera le goût de la colonne vertébrale, le goût de la fierté de ses convictions, alors les électeurs reviendront vers nous. Est-ce que ce pataquès provençal n'est pas la rançon finalement de l'absence d'un chef incontesté, clair et reconnu à la tête des Républicains? Est-ce que nous sortons de périodes difficiles chez les Républicains? Oui. Vous savez, nous avons perdu, et c'est pas si loin que ça, une présidentielle, une législative et une européenne comme nous ne les avions jamais perdues. Est-ce que nous avons besoin de nous reconstruire? La réponse est oui. Est-ce qu'il nous faudra un leader? La réponse est oui. Mais ce n'est pas le moment. Vraiment, je le dis sans vouloir tourner autour du pot ou mettre la poussière sous le tapis. La vérité, c'est que c'est en septembre que les choses doivent se décider. Les Français, aujourd'hui, ils sont obsédés par tout, sauf par l'élection présidentielle. Alors, si Renaud Muselier a pratiqué ce que vous appelez une entourloupe, c'est pour une raison qu'il juge bonne, faire barrage au Rassemblement national. Alors, si on ne fait pas barrage en se rassemblant avant le premier tour, qu'est-ce que l'on fait? Vous êtes pour un front républicain au soir du premier tour? On se retire, on disparaît pour empêcher le RN de gagner? Vous savez, en Occitanie, je suis un des plus grands combattants contre le Rassemblement national. Je les combats depuis le début de mon engagement politique, parfois même jusqu'à les faire sortir leurs gants et avoir des menaces. On l'a vu physiques. Récemment dans un débat Exactement. Avec Jean-Paul Et donc, Garand. je n'ai aucun problème à faire barrage au Rassemblement national. Mais je pense qu'il faut que nous sortions de cette idée selon laquelle, en nous mélangeant tous, en faisant l'union de la carpe et du lapin, on ferait barrage au Rassemblement national. Je pense qu'on les nourrit. Lorsque on met de la confusion, on nourrit le Rassemblement national. Le Front républicain, c'est pas de la confusion, c'est
On se retire juste pour empêcher de gagner. On se mêle avec personne. Il n'y a pas de front républicain au premier tour. Au premier tour, chacun est fidèle à ses convictions, chacun plante des drapeaux et les électeurs vont là où ils souhaitent aller. C'est ensuite dans des configurations très différentes qu'on peut réfléchir à ce sujet. Mais vous savez, moi je pense qu'envisager le front républicain dès le premier tour, c'est la meilleure manière de faire un boulevard au Rassemblement national. Alors le RN en Occitanie, Jean-Paul Garot, est un ancien de la droite. Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'anciens représentants de votre parti aillent chez Marine Le Pen ? Aller à la gamelle. Vous pensez, c'est pas l'impression que la vérité de la droite, finalement, est plus à droite ? Vous savez, on théorise beaucoup ces sujets, on y rajoute un côté romanesque à celles et ceux qui vont d'un camp à un autre. Mais moi, je ne trouve rien de romanesque à leur attitude. Ce sont des traîtres qui sont allés à la gamelle. Vous savez, on va être factuel. Que ce soit M. Mariani ou M. Garot, à quel moment se sont-ils barrés vers le Rassemblement national ? Pas au moment où ils étaient en pleine gloire électorale, non. Tous les deux ont été élus sous l'étiquette UMP, ont été battus sous l'étiquette UMP, et c'est quand ils ont été battus sous l'étiquette UMP qu'ils sont partis dans une liste à la proportionnelle aux européennes, c'est-à-dire le meilleur moyen d'être certain d'être élu même sans faire campagne. Et pardon d'être très terre à terre, mais je trouve que parfois on est indulgent avec eux. On les trouve presque courageux. Non, ils sont pas courageux, ils sont lâches, ils sont allés à la gamelle, et moi je considère que ceux qui vont à la gamelle, que ce soit côté Rassemblement national ou côté LREM, ne donnent pas d'honneur à ce qu'est l'engagement politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, les régionales sont le prélude à la présidentielle, à ce qui va se passer à l'automne. Vous êtes un soutien de Xavier Bertrand pour la présidentielle de 2022. Est-ce que sa position dans l'opinion aujourd'hui vous semble suffisante pour qu'après les régionales, s'il l'emporte bien sûr, les LR disent bon, on arrête là, c'est lui le candidat et on gagne 2 mois ? Et voyez-vous, c'est assez curieux, ça fait 2 mois que je dois expliquer que je ne suis pas un soutien. Non, mais enfin, vous n'avez pas non plus été un ennemi virulent au sein des Républicains. Je n'ai aucune raison. Il incarne une ligne sociale qui est aussi la vôtre. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas un premier soutien de Xavier Bertrand. Moi, mon candidat, c'est François Baroin. Je le dis depuis des mois, je l'ai répété, et jusqu'au jour où il n'aura pas dit qu'il n'est pas candidat, je continuerai à le soutenir. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit personnellement, il l'a laissé dire. Vous avez donc encore un espoir que François Baroin dise « Allez, j'y vais, je vois bien que la droite a besoin de moi ». Je ne sais pas si c'est un espoir. En tous les cas, dans mon positionnement, c'est une réaction de fidélité. J'ai soutenu un homme, je le soutiendrai jusqu'au jour où il dira qu'il n'est plus candidat. Et s'il est candidat, je le soutiendrai. Quant à Xavier Bertrand, je n'ai ni à être son soutien, ni à être son ennemi. Il a quitté notre famille politique. Il va falloir qu'il fasse des signes très forts pour revenir vers notre famille politique. Il aura fait déjà en partie. Il en reste d'autres à faire. Le chemin est encore assez long, mais il peut être tout à fait constructif. Et ce qui compte, c'est qu'il puisse, le candidat que nous aurons demain, Xavier Bertrand ou un autre, puisse rassembler y compris leur famille politique. On ne gagne pas dans ce pays sans avoir ses propres amis avec soi. Néanmoins, ce qu'il pratique comme président des Hauts-de-France, on a l'impression que ça ressemble à ce que vous voulez promouvoir au sein des Républicains, c'est-à-dire une ligne sociale où la droite se préoccupe des avancées sociales. Vous l'avez montré d'ailleurs par votre action de député. Est-ce qu'il y a là un véritable avenir pour les Républicains, une droite plus sociale ? Je pense que ce qui a fait perdre la droite, c'est le fait qu'elle soit devenue une punition au fur et à mesure des années. Moins d'emploi de fonctionnaires. Oui, c'était une manière de faire saigner les Français, comme s'ils étaient coupables de je ne sais quoi. Bref, je vous dis ça parce que je pense qu'il faut tourner cette page. La droite a été belle quand elle a rassemblé les Français, les cols blancs et les ouvriers. Le gaullisme. Oui, le gaullisme, et après le gaullisme, 95, avec la fracture sociale et Chirac, où on était fiers d'être chiracien, on était fiers d'être de droite. Nicolas Sarkozy, qui a rassemblé les ouvriers et les chefs d'entreprise. C'est cette droite-là à laquelle je crois, c'est celle pour laquelle je me suis engagé en politique. Et je crois qu'on ne fait pas de politique, on ne s'engage pas en politique si on n'a pas une attention aux plus humbles, et je crois que ce sera un des vrais sujets pour les années qui viennent. Et pourtant, la dette creuse, les finances publiques plongent, et on entend des voix à droite dire « nous devons être le parti de la rigueur, le parti du redressement des comptes publics ». L'un n'empêche pas l'autre. Il faut à la fois être rigoureux sur les finances publiques et être attentif aux plus humbles et à rendre plus cohérente notre société, recoller les morceaux de notre société. Mais vous savez, nous sommes à un moment où celles et ceux qui auront en charge demain l'avenir du pays doivent faire preuve d'imagination. C'est le moment de ne plus avoir des vieilles habitudes. Votre région a été plutôt moins touchée que d'autres par la pandémie. Est-ce que le déconfinement aurait pu avoir lieu plus tôt, notamment dans la partie ouest de l'Occitanie ? Est-ce que vous souhaitez d'ailleurs qu'il aille plus vite, par exemple, dans votre département ? J'ai toujours été très hostile au confinement, et donc je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui parce qu'Emmanuel Macron déconfine. Je ne suis pas là pour faire de la polémique sur le dos des questions sanitaires. Je pense que nous aurions pu le faire plus tôt par territoire, mais on n'a pas encore totalement déconfiné. Moi, je suis effrayé de voir à quel point on s'habitue continuellement à des couvre-feux. Le mot de couvre-feu est devenu banal.
mal dans notre vocabulaire aujourd'hui, alors que c'est un mot de guerre civile. C'est absolument inouï. Et donc, continuellement, vous voyez, on a comme une queue de comète de privation de liberté qui s'étale dans le temps et qui, à mon avis, fait que notre démocratie, notre exercice des libertés risque d'être durablement dégradé. Et pourquoi les Français l'ont-ils accepté, enduré? Certains même réclamaient des mesures plus dures. Sommes-nous devenus une nation de poltrons, de servitude volontaire, comme disait la Boétie? Il se trouve que je n'ai pas été rassuré par la docilité des Français. Je sais que beaucoup de mes... Et je peux le dire aujourd'hui, je pouvais difficilement le dire en période de crise parce que c'eût été une parole irresponsable, mais c'est vrai que je trouve que nous avons beaucoup accepté, y compris des dérèglements du fonctionnement du Parlement, des privations de liberté, des contrôles permanents. Oui, je ne suis pas certain que notre démocratie soit très mature. Le pire n'est-il pas à venir dans votre région après la pandémie avec la crise économique? Je pense notamment à l'aéronautique qui va plonger. Oui, c'est une période qui est redoutable. C'est vrai pour l'aéronautique, c'est vrai pour la pauvreté. On a une région en Occitanie, c'est d'ailleurs un travail sur lequel je me suis engagé, qui a un taux de pauvreté parmi les plus importants de France et qui touche aujourd'hui beaucoup de jeunes, et des jeunes dont les profils sont nouveaux, c'est-à-dire des jeunes très qualifiés, très formés. Pour l'aéronautique, ce sera à mon avis une période de crise très longue. Et ça m'inquiète beaucoup parce que nous allons y perdre beaucoup de nos compétences, de nos savoir-faire. Et au moment de la reprise, je ne suis pas certain que nos entreprises soient armées pour y faire face. Voilà pourquoi notamment la région Occitanie doit être, et c'est un des engagements que je souhaite prendre comme de même président de région, très mobilisée sur la formation, sur l'accompagnement de la main-d'œuvre, des savoir-faire et de ces entreprises de l'aéronautique qui sont un fleuron magnifique pour notre pays et pour l'Europe tout entière. Est-ce qu'on fera Paris-Toulouse en train en moins de 3 heures? Dans quelques années, l'État débloque 4,1 milliards d'euros. Oui, je ne crois qu'à ce que je vois, comme l'autre le dirait, ou comme saint Thomas le dirait. La vérité, c'est que pour l'instant, nous avons des engagements de singes. Le courrier fait par le Premier ministre Jean Castex qui s'engage sur un financement n'est qu'un simple courrier qui n'a aucune espèce de valeur. Et moi, je suis beaucoup plus exigeant que Carole Delga ne l'est sur ce sujet. Nous n'avons signé aucune convention avec l'État. Dans le projet de loi de mobilité, l'ensemble des moyens ne sont pas inscrits. Et donc, un petit courrier de Jean Castex signé sur un coin de table ne suffit pas à me rassurer. Dans quelques mois, Jean Castex ne sera plus Premier ministre. Cet engagement et ce courrier ne vaudra plus. Voterez-vous cet après-midi à l'Assemblée nationale la loi climat ? Je ne la voterai pas. Je ne la voterai pas parce que la manière dont elle a été conduite est simplement un artifice politique. Moi, je crois profondément à la défense de l'environnement. Je suis un bébé, au moins intellectuellement, de filiation de ce que Chirac a pu faire, notamment sur la question de l'environnement. La maison brûle. La maison brûle. L'inscription dans la charte de l'environnement dans la Constitution. Jacques Chirac l'avait fait bien avant qu'Emmanuel Macron n'en ait l'idée. Et la manière dont ce projet de loi a été porté, c'est un gadget politique qui ne fera pas du tout avancer la cause du climat et qui consiste simplement à émoustiller quelques écologistes politiques. Ce n'est pas ma conception de la défense de l'environnement. Aurélien Pradier, merci. Bonne journée. Merci à vous.